C'est vraiment un plaisir de parler d'un sujet aussi important pour la sous-région, mais aussi pour le continent africain, mais un sujet qui est aussi valable pour n'importe quel pays au monde, c'est cette question des migrations. D'abord, je voudrais commencer par dire que depuis les temps immémoriaux, l'être humain a toujours migré. C'est un de ses droits fondamentaux qui lui est reconnu. Il s'est déplacé pour plusieurs raisons. Pour des raisons de sécurité, quand quelqu'un se sent en insécurité quelque part, le réflexe, c'est de se déplacer. À cause des famines, à cause des catastrophes naturelles, ou tout simplement, pour la plupart des gens, à la recherche de nouvelles opportunités. Lorsque ces migrations sont régulières, elles sont source d'épanouissement, non seulement pour ce qu'on appelle les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les communautés, tant dans les pays d'origine, dans les pays de transit, que des pays de destination. Par contre, lorsque ces migrations sont irrégulières, elles sont malheureusement accompagnées de toutes sortes d'exploitations, de trafic, et finissent souvent en tragédie. L'exemple le plus frappant que nous avons, c'est la traversée de la Méditerranée qui défraie les manchettes et qui n'est, à mon avis, que la tête de l'iceberg, car les abus, les sévices, les déviations commencent bien souvent dès le pays d'origine lui-même et s'accentuent de plus en plus lorsque on s'en éloigne en passant par les pays de transit. Comment est-ce que les médias traitent les questions migratoires? C'est comme toute autre information. Les médias essayent de fournir de l'information basée sur les faits. Elles essayent de donner des informations aux différentes parties prenantes, aux migrants eux-mêmes, à leurs familles, aux pays d'où proviennent ces migrants, aux pays de transit et aux pays où vont potentiellement ces migrants. Ils peuvent se pencher sur les dangers qui entourent les migrations irrégulières. Ils peuvent donner les avantages des migrations régulières et sûres. En fait, les médias permettent de fournir l'information qu'il faut aux candidats potentiels afin d'être en mesure de prendre des décisions éclairées. Par contre, comme on le sait, il y a des lignes éditoriales. Donc, les médias, quand ils traitent ces questions-là, ça dépend de type de pays où ils sont, ça dépend de la situation économique et sociale du moment, et ça peut aller dans tous les sens. Ce sont des points que nous pouvons approfondir un petit peu plus tard. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur cette première question. Moi, je dirais qu'il existe plutôt une multitude de perspectives journalistiques sur le sujet, au vu de sa complexité et au vu aussi des multiplicités des acteurs. On parle ici des migrants, des familles, des décideurs, dans les différents pays par où passent les migrants et des observateurs, selon la position des pays, selon les politiques dans les différents pays. Par contre, je voudrais commencer par l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une perspective journalistique qui, non seulement sur les questions migratoires, comme sur toute autre question, est basée sur un certain nombre de principes. Un des principes que je vois, ce serait l'impartialité. C'est de présenter les faits tels qu'ils sont, de manière équilibrée, en évitant les partis pris politiques ou culturels. Je vous donne un exemple. Lorsque on est dans un pays de destination et que vous avez des migrants qui arrivent, on les présente comme des individus qui viennent prendre les postes des gens qui sont dans le pays, c'est suffisamment biaisé pour que la population du pays de destination puisse avoir une perception négative de cette migration. Par contre, on peut présenter cette même migration comme
une opportunité pour un certain nombre de pays qui ont des populations vieillissantes de rajeunir leur population, d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire qui vient contribuer au développement économique. C'est aussi une autre perspective qui peut permettre à la population dans ces pays de destination d'avoir une opinion positive sur la migration. Donc, l'objectivité et l'impartialité sont des éléments importants, des principes qui devraient vraiment aller dans le sens de cette perspective journalistique sur la question des migrations. Il faut aussi faire en sorte qu'on tienne compte des facteurs sous-jacents à cette migration-là. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer ou aller dans le sens que quelqu'un se décide de quitter son pays et aller ailleurs. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux. De nos jours, on parle de plus en plus avec les changements climatiques de certains pays, certaines parties du globe où les pays risquent de se retrouver dans quelques années, quelques centimètres ou sinon mètres sous l'eau. Et ces gens-là, on y fait référence souvent comme des réfugiés climatiques, et ces gens vont devoir se déplacer, aller ailleurs. Alors, si les journalistes présentent l'information qui est factuelle, qui explique qu'il y a un problème dont les populations n'ont pas le contrôle là-dessus et qui est un phénomène naturel qui ferait en sorte que ces gens aient envie de se déplacer, ils pourront avoir une perspective différente que si on leur disait tout simplement « vous avez 2-3 000 personnes qui arrivent dans votre pays ». Donc, il faut contextualiser la migration. Il faut aussi faire en sorte qu'on puisse donner la parole aux différentes parties prenantes. Lorsqu'on parle d'un migrant, derrière un migrant ou une migrante, il y a des familles, il y a une communauté, il y a un pays d'où vient cette personne, il y a un pays par lequel passe cette personne et il y a un pays de destination. Et dans tous ces pays-là, il y a des différentes parties prenantes qui ont été, à un moment ou à un autre, en contact avec le migrant et qui peuvent donner leur avis ou une perspective sur la question migratoire. Lorsque nous avons des manchettes de journaux qui ne parlent que des tragédies, qui ne parlent que du nombre des migrants, eh bien, on risque d'avoir une vision étriquée de la question. En donnant la parole aux différentes parties prenantes, on peut comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas. Par exemple, lorsqu'on parle des migrations des subsahariens vers l'Europe, on donne l'impression que l'Afrique est en train de se vider et aller traverser la Méditerranée, aller en Europe. Par contre, lorsque vous regardez les chiffres qui ont été présentés par plusieurs institutions de qualité sur ce continent, la Commission économique pour l'Afrique, l'Organisation internationale des migrations, 75% des migrations sur le continent se font à l'intérieur du continent. Donc, nous allons avoir un jeune qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller en Libye, ou nous allons avoir une jeune qui quitte le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire. 75% se passe sur les continents. Il y a un 25% qui essaie de sortir du continent. Malheureusement, en prenant certaines avenues irrégulières, on va avoir des drames, comme ce que nous observons à travers la Méditerranée. Évidemment, quand il y a 1 ou 2 personnes seulement qui meurent en essayant de traverser, c'est dramatique. Ça doit occuper les médias, mais ça ne doit pas occulter le fait que la majorité des migrations se passent sur ce continent. Donc, ça devient important de donner la parole aux différentes parties prenantes et de relativiser cette question migratoire. Les journalistes peuvent aussi permettre de démystifier certains stéréotypes, certaines idées préconçues sur les sujets des migrations. En Afrique, tous ces principes, je dirais, sont valables aussi et sont respectés par une catégorie des médias, et je dirais généralement les médias professionnels. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle les médias sociaux, où il y a des influenceurs
qui ne sont sous le contrôle de personnes qui n'ont pas été formées sur un certain nombre de principes qui permettent de faire passer l'information et qui vont donner l'information que les gens vont prendre pour acquis et prendre des mauvaises décisions. Nous avons de plus en plus avec les réseaux sociaux ce type d'influence sur les migrants, que ce soit pour partir ou alors dans le sens inverse pour revenir. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette deuxième question. Les médias, selon le pays, vont suivre le plus souvent les politiques qu'il y a dans le pays ou la perception de ces médias dans le pays. Lorsque nous avons un média européen, il y a des lignes directrices qui sont données à ces médias, il y a une ligne éditoriale, et le tout dépendant aussi des conditions économiques. Lorsque le taux de chômage est très bas, l'économie marche très bien, on a besoin des travailleurs dans des domaines où les populations du pays de destination ne veulent pas travailler dans certains secteurs, pour eux, c'est salvateur d'avoir des migrants qui arrivent. Mais dans le même pays, lorsque nous sommes en récession, il y a des problèmes de chômage, la croissance économique est en berne, les natifs eux-mêmes du pays ont du mal à trouver de l'emploi, eh bien, on peut prendre des raccourcis, même si on est un média sérieux, pour pointer du doigt le migrant comme la personne qui vient voler notre emploi. Donc, tout est question de circonstances. C'est pourquoi j'ai insisté sur les facteurs économiques. Les facteurs sociaux sont aussi importants. Aujourd'hui, on va vous dire, voilà, nous avons beaucoup d'Africains qui arrivent dans les pays occidentaux et qui vivent des allocations sociales qui sont généreusement données dans certains pays, mais on ne va pas vous dire le côté positif. Quand vous regardez certains métiers dans ces pays-là, ils sont généralement occupés par ces gens-là. C'est des secteurs dans lesquels on ne trouve pas suffisamment d'employeurs. C'est un phénomène qu'on retrouve même dans des pays d'Amérique du Nord, où on voit souvent les gens qui viennent de l'hémisphère sud pendant l'été pour aller dans les vendanges, cueillir pendant la période des récoltes. Il faut que nous soyons en mesure d'avoir des médias qui présentent des faits, qui présentent aussi ce côté-là, plutôt que de montrer ces gens-là tout simplement comme des gens qui viennent chercher de l'emploi. Donc, cette contextualisation devient importante et cette perception des médias. Cette question devient une question très importante justement avec l'évolution des médias dans les temps. Il y a une quarantaine, trentaine d'années, lorsqu'on parlait des médias, on parlait des gens qui sont des spécialistes, qui ont été formés pour relayer l'information, qui d'une manière ou d'une autre, ce sont des gens qui sont accrédités pour faire ce travail, qui connaissent la déontologie qui entoure la diffusion, la collecte, traitement et la diffusion de l'information. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies de l'information et principalement des médias sociaux, beaucoup de gens s'improvisent. Ils vont même s'appeler à la fois journalistes, mais généralement, on va parler des influenceurs. Et malgré le fait que les gens, s'ils sont partis à travers les canaux des migrations irrégulières, ils sont passés par des situations très difficiles pour pouvoir arriver de l'autre côté, ils se retrouvent généralement que ça prend du temps pour soit se former, soit se mettre à jour si on était déjà formé et commencer à s'insérer dans la vie économique du pays.
et gagner suffisamment de revenus pour pouvoir justement subvenir à ses besoins d'abord, mais aussi penser à ceux qui sont restés. Très souvent, ça s'est fait, il y a une désillusion, parce qu'on arrive, même ceux qui sont bien outillés, ça prend du temps pour le faire. Que dire de ceux qui partent sans beaucoup de formation? Ils arrivent, il faut d'abord qu'ils fassent des petits boulots à gauche et à droite pour pouvoir réunir les deux bouts du mois. Et qui plus est, ça se complique s'il faut économiser ce qu'il faut pour pouvoir envoyer à généralement ceux qui sont restés au pays. Malheureusement, avec le foisonnement des médias sociaux, ces mêmes individus, eux-mêmes, des migrants, vont présenter une image qui n'est pas nécessairement la vraie image de comment ça se passe là où ils sont arrivés dans leur pays de destination. Ils vont aller prendre des photos devant des véhicules loués, ils vont aller prendre des photos devant des maisons d'autrui et envoyer d'où ils viennent. Ce qui ne fait qu'exacerber justement le rêve de tous ceux qui sont restés, parce que pour eux, ça devient l'Eldorado. Quand on arrive là-bas, tout est facile. Or, ils connaissent bien la réalité du pays où ils sont. Et là, c'est là où les médias peuvent jouer un rôle très important. En donnant la parole à ces gens-là qui sont déjà arrivés et qui ont le courage de dire les difficultés à travers lesquelles ces gens sont en train de passer dans le pays de destination qu'ils pensaient être un Eldorado, ça pourrait faire réfléchir à 2 à 3 fois ceux qui sont encore dans les pays de départ et qui voudraient partir. Il existe aussi des situations où les gens vont économiser pendant 10, 15 ans et finalement, ils envoient une voiture de seconde main d'où ils sont partis. Mais pour la communauté autour, ils ne connaissent pas les sacrifices par lesquels la personne est passée. Et pour eux, ça devient aussi très important d'envoyer leurs enfants en Occident parce que nous allons aussi, dans quelques années, recevoir des retombées. Il y a une chose qui est importante à noter. Lorsque on a fait un certain nombre d'enquêtes sur les questions migratoires et puis qu'on a fait parler les migrants potentiels, une surprise de taille, c'est que les gens pensent que ces gens-là partent avec rien dans les poches. Ces gens-là vendent les champs de leur famille, des connivences avec les familles. Ils vendent les maisons pour investir, parce que cette traversée du désert et de la Méditerranée, elle coûte quelque chose. En moyenne, d'après une étude qu'on a faite, je pense en Côte d'Ivoire, c'était à peu près 3 000 à 4 000 dollars que certains investissent dans cette aventure-là, sans savoir même s'ils vont avoir quelque chose à la fin. Donc, ça devient important pour les médias de pouvoir donner la parole à certains qui peuvent parler des réalités, des faits qu'il y a de l'autre côté, et faire parler aussi des familles qui se sont déplumées pour pouvoir financer ce voyage-là, faire parler des familles dont les enfants ont essayé cette traversée et puis qui sont disparus. Et ça, tout ça pourra permettre aux gens de relativiser un peu cet Eldorado. Le vrai problème, ce monde aujourd'hui, ce village planétaire, permet aux personnes, aux biens, aux ressources financières de circuler. Et cette mobilité ne peut qu'être bénéfique pour l'économie mondiale. Lorsqu'on parle des migrations, il faut faire la différence entre les migrations sûres et régulières et les migrations irrégulières. Les migrations sûres et régulières sont certainement encouragées parce qu'elles permettent justement de faciliter cette mobilité tant de personnes que d'autres ressources qui favorisent le développement. Et tous les pays sur la chaîne de l'immigration en bénéficient.
c'est le cas des transferts, des fonds, des, des migrants qui sont partis. Lorsqu'on parle de ce continent, nous savons que les migrants envoient de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine qui permettent de combler le vide que certains pays n'offrent pas en termes de services sociaux, éducation, santé, assainissement, logement. Certaines familles vivent essentiellement des envois de fonds qui proviennent des migrants qui se sont installés dans ces pays, qui ont vendu leurs compétences, qui gagnent des ressources et qui en bénéficient et qui en font bénéficier les familles qui sont restées. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, on a connu, l'Afrique subsaharienne a connu un bond en termes d'envoi de fonds des immigrants et qui atteint à peu près 53 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Malheureusement, une bonne partie de ces 53 milliards de dollars va tout simplement dans la consommation, dans les services. S'il suffit aux pays récipiendaires de trouver des canaux pour transformer ne fût-ce qu'une partie de ces 53 milliards de dollars en investissement, ça va servir non seulement les familles, mais aussi ça va être un moteur de développement pour le pays d'où sont partis les migrants. La mobilité des travailleurs, vous êtes médecin dans un pays africain et puis vous trouvez que vous n'avez pas les conditions idoines pour exercer de manière plus efficiente votre métier, eh bien, vous êtes libre. Et que vous allez arriver dans un pays qui vous accepte, qui vous permet de pouvoir exercer votre métier, je pense que ça contribue à cet échange de compétences qui, in fine, va favoriser le développement économique et technologique. Je voudrais aussi peut-être aller dans le sens plus qualitatif. L'immigration contribue à la diversité culturelle en favorisant les échanges entre les personnes des différentes origines qui enrichissent les cultures des pays où ces personnes vont aller, ne fût-ce qu'en termes de musique, en termes d'art et toutes les autres formes des cultures. Donc, le pays d'accueil en bénéficie énormément et ça a beaucoup d'effets positifs, non seulement sur le développement social, économique, mais aussi sur le développement social. La plupart des pays de l'hémisphère du Nord aujourd'hui connaissent un problème avec leur démographie. Nous avons de plus en plus de populations vieillissantes. Or, il faut produire, il faut consommer, il faut maintenir les systèmes de pension, comme vous le savez, qui requièrent qu'il y ait beaucoup plus de cotisants que de bénéficiaires. Mais avec le vieillissement des populations, nous avons plus de bénéficiaires que de cotisants. Donc, un apport de par la migration permet de rajeunir un peu cette population et permet de combler le vide qui sera laissé par une plus grande population vieillissante dans l'outil de production. Donc, les bénéfices ne sont pas seulement pour le migrant ou seulement pour le pays qui reçoit le migrant, mais aussi pour le pays d'origine. Mais par contre, il faut nous assurer que nous utilisions, ou ces migrants utilisent les moyens sûrs et réguliers pour pouvoir y aller. Le foisonnement des médias aujourd'hui avec les réseaux sociaux pose un sérieux problème à la diffusion, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. En dehors d'une bonne partie, Dieu soit loué, on a encore une bonne partie qui passe par de la formation sur ces questions-là. Donc, ils ont aussi des cours d'éthique, de déontologie reliés à la formation.
Malheureusement, de plus en plus, nous avons des gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont aucun sens de la déontologie, mais qui ont des audiences bien plus importantes même que les médias traditionnels. Et ça nous amène dans le monde de la désinformation, mésinformation, deepfake. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut vous faire dire n'importe quoi en combinant un certain nombre de choses. Et cette nouvelle race de communicants, qui inclut des influenceurs et autres, devient très difficile à cerner. Et en ce sens-là, les jeunes, aujourd'hui, qui ne se fient pas seulement aux médias traditionnels, la télévision, la radio, et qui passent beaucoup plus de temps avec les médias sociaux, sont très exposés à toutes ces questions de désinformation, de mésinformation et de deepfake. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Il n'y a rien d'autre que d'être en mesure de pouvoir suivre des formations qui nous permettraient de faire la part des choses. C'est très bien d'avoir accès à beaucoup plus d'informations qu'il y a quelques années, mais il faut être en mesure de faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise information. Il n'existe pas de recette miracle que d'être exposé à de la formation. Nous le voyons déjà que dans plusieurs pays, ceux qui font partie des médias traditionnels, les médias professionnels, ils ont compris qu'ils peuvent disparaître si ils ne permettent pas, ne laissent pas la place aux médias sociaux. Ce qu'il faut, c'est pouvoir peut-être les former, former les receveurs de l'information pour qu'ils soient en mesure de faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise information. Et quand ils auront toute la panoplie d'informations sur un sujet de la part des réseaux sociaux, ils vont vouloir peut-être se référer aux médias traditionnels pour contrebalancer ou comparer avant de tirer des conclusions. Donc, au lieu que les médias traditionnels considèrent ce nouveau type de médias comme des ennemis, ils devraient plutôt les considérer comme leurs alliés. C'est seulement à ce prix-là que nous arriverons tous à permettre à ces jeunes-là d'avoir de l'information sur ce qui est, dans le cas qui nous concerne ici, la migration sûre et régulière versus la migration irrégulière, quels sont les dangers, quels sont les avantages d'une migration régulière. Lorsqu'ils auront accès à toute la panoplie d'informations et qu'ils sauront faire la différence entre la bonne et la mauvaise information, ils prendront des décisions qui sont éclairées. Même quand ils auront décidé de prendre le chemin de la migration irrégulière, ça sera en connaissance des causes. Voilà ce que je peux dire sur cette question du traitement de l'information à l'ère des médias sociaux.